Bien, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous. Bienvenue sur ce webinaire qui est consacré à la société pluriprofessionnelle d'exercice. Voilà, on a eu quelques petits soucis techniques. Veuillez nous en excuser et j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Alors, je suis Jean-Marie Tumrel, le président de la commission du tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Je suis accompagné de Maître Chandler, qui est avocat associé, membre du Conseil de l'Ordre et membre du Conseil national des barreaux, que l'on remercie de participer à notre webinaire. Et nous aurons également en intervenant trois confrères. Monsieur Philippe Bourbon, qu'on essaye de retrouver, qu'on a perdu, mais je pense qu'on va le récupérer. Monsieur Christophe Rocard et Monsieur Yann Soury. Les trois sont experts comptables. Donc, je les remercie d'être là, surtout pour nous faire un retour d'expérience sur ces sociétés pluriprofessionnelles qui nous diront ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est la solution d'avenir, etc. Alors, on va d'abord faire un bref rappel des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Donc, ces sociétés, comme vous le voyez sur le slide, sont quand même assez récentes puisque c'est une ordonnance du 31 mars 2016 qui les a créées. L'objet de ces sociétés, c'est l'exercice en commun. Donc, avec qui peut-on exercer? On peut exercer avec nos amis avocats, ce qui est déjà parfait. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, je pense que c'est déjà peut-être plus compliqué pour nous. On peut également s'associer avec des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice, donc là je pense qu'il y aura peut-être un intérêt, des notaires et des administrateurs judiciaires, ainsi que des conseils en propriété industrielle. Voilà, donc nous, en tant que commissaires aux comptes et experts comptables, nous pouvons être associés à ces différents professionnels. Alors effectivement, aujourd'hui, ce mode d'exercice qui peut présenter des atouts pour les professionnels est quand même assez méconnu, aussi bien de nous professionnels que de nos clients. Donc, on va passer au slide suivant, si je ne sais pas qui tourne. Voilà. Donc, effectivement, les règles de constitution et le fonctionnement de cette société, ça doit préserver naturellement l'indépendance de chaque professionnel. Effectivement, il n'est pas question que les avocats fassent de l'expertise comptable comme il n'est pas question que les experts comptables fassent des actes notariés. Donc chacun reste quand même dans son domaine de compétences. Il y a lieu effectivement pour chaque professionnel naturellement de respecter les dispositions réglementaires de sa profession, et notamment ce qui concerne la déontologie, ainsi que l'intégrité des missions de chacun. Et particulièrement pour ceux qui sont en charge d'une mission de service public, c'est-à-dire les officiers publics et les officiers ministériels. Enfin, effectivement, il faut respecter l'identité et l'indépendance de chaque professionnel dans la complémentarité globale de la société. Donc, une fois ces règles de constitution rappelées, quelles sont les règles de détention de capital et de droit de vote? Alors, on voit un point qui peut être très intéressant, surtout pour nous experts comptables, c'est que la totalité du capital et des droits de vote doit être détenue par toute personne physique, mais il faut que ces personnes physiques exercent une des professions mentionnées, ce qui veut dire que dans ces sociétés, eh bien, on ne pourrait avoir que des professionnels experts comptables, des professionnels avocats, des professionnels notaires, mais on ne pourrait pas avoir de non-professionnels. Or,
on peut faire un peu une comparaison aujourd'hui avec nos sociétés d'expertise comptable où depuis quelque temps, il est permis d'avoir des non-membres de l'ordre dans le capital, dans les associés des sociétés d'expertise comptable, ce qui nous pose en tant qu'expert comptable et surtout en tant que commission du tableau, un certain nombre de soucis quand on a des non-membres et des non-professionnels qu'on retrouve associés dans ces cabinets, alors qu'on les a déjà eus dans des sociétés, je dirais un petit peu de comptabilité illégale. Donc, le gros avantage que je vois, moi, dans cette société pluriprofessionnelle, c'est qu'on n'aurait que des professionnels. Professionnels experts comptables, professionnels avocats, professionnels notaires, mais on n'aurait pas des non-professionnels comme on a aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait avoir effectivement aussi des personnes morales, mais dans ce cas-là, les personnes morales doivent remplir les conditions de capital et de droit de vote avec des professionnels. Et enfin, ces sociétés pluriprofessionnelles devraient comprendre parmi leurs associés au moins un membre de chaque profession qu'elles exercent. Ça paraît tellement évident qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi il faut le préciser. Je ne vois pas une société pluriprofessionnelle qui comprendrait une activité d'avocat sans un avocat, une activité de notaire sans un notaire et une activité d'expertise comptable sans un expert comptable. Mais donc voilà, ce serait, à mon avis, pour nous, ce gros avantage de ne plus avoir d'associés qui ne sont pas des professionnels, comme on a le cas aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, au niveau, si vous pouvez passer la slide suivante, c'est de savoir combien de sociétés sont inscrites. Alors, vous voyez que c'est donc une création de 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et on s'aperçoit qu'au niveau national, sont inscrites chez nous 55 sociétés pluriprofessionnelles au niveau national. Sachant qu'au niveau régional, où on a à peu près entre 5 et 6 000 sociétés d'expertise comptable, nous avons 12 sociétés inscrites au tableau de la région Paris-Île-de-France. Donc, on essaiera d'expliquer pourquoi ces sociétés pluridisciplinaires, pourquoi la mayonnaise n'a pas prise aujourd'hui. Nos amis qui en ont fait nous donneront peut-être certaines pistes qui nous permettront peut-être d'avancer dans cette nouvelle société. Et sachant qu'aujourd'hui, dans les 12 sociétés pluriprofessionnelles, ce sont principalement des sociétés constituées entre experts comptables et avocats. Alors, effectivement, c'est peut-être l'association la plus qui paraîtrait la plus naturelle, puisque aussi bien nos amis avocats que nous travaillons principalement, surtout pour les avocats d'affaires, mais principalement sur les sociétés. On s'aperçoit qu'effectivement, sur les sociétés, on est vraiment très, très complémentaires. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces associations. Ce qui m'étonne, c'est le peu de nombre. Donc, on se posera peut-être les questions de savoir pourquoi il y a aussi peu de sociétés. Enfin, ce qu'on peut également regarder, c'est qu'en juillet 2020, le Conseil supérieur a quand même fait, en partenariat avec les instances représentatives des autres professions, a fait un guide assez complet que je vous invite peut-être à vous procurer et qui est clair sur un certain nombre de questions qu'on ne va pas aborder aujourd'hui ici parce que c'est pas le but. Aujourd'hui, on va faire plutôt du concret. Mais ce guide est intéressant parce qu'il aborde les problèmes de secret professionnel qui sont quand même sensibles sur nos différentes professions et notamment avec nos amis avocats.
Je pense que ce point-là est encore plus exacerbé chez eux que chez nous. On a également les problèmes de conflit d'intérêts qui peuvent être importants, le problème de maniement de fonds, puisque pour l'instant, certaines des professions ont cette possibilité de maniement de fonds, d'autres non. Ce guide parle également de la lutte contre le blanchiment. Alors, sachant que certaines professions, un peu comme les nôtres, sont assujetties assez fortement à cette lutte contre le blanchiment, je sais que chez les avocats, les règles sont complètement différentes et je pense que Maître Chandler pourra peut-être nous préciser un petit peu les règles. Alors, c'est peut-être aussi parce que les règles sont différentes d'une profession à l'autre que cette société pluriprofessionnelle a peut-être du mal à s'imposer au niveau de la vie économique. Ce guide parle également des obligations d'assurance, mais là, je dirais qu'on est tous dans des professions où nos assurances de responsabilité civile sont quand même assez complètes. Après, effectivement, au niveau des conventions collectives, ici aussi, il peut y avoir des différences sensibles entre les différentes professions. Voilà. Enfin, sachez que effectivement, pour solliciter l'inscription d'une société pluriprofessionnelle d'exercice, il y a un questionnaire spécifique à remplir et que ce questionnaire peut être retiré auprès de la commission du tableau, auprès de notre permanente Valérie Ponce, qui se fera un plaisir de vous le transmettre. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Maître Chandler, parce qu'effectivement, on aimerait bien savoir de votre côté, est-ce que vous avez plus d'inscrits que chez nous? Est-ce que c'est plus à la mode? Donc, on vous écoute attentivement, Maître. Alors, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, juste pour compléter le pourquoi c'est moi qui interviens et pas un autre avocat, au-delà de mes casquettes membre du Conseil de l'Ordre et membre du Conseil national des barreaux, je suis surtout en charge je suis secrétaire de ce qui s'appelle la commission de l'exercice. Donc, c'est une délégation du bâtonnier qui s'occupe du tableau. Et donc, tout ce qui concerne les inscriptions, démissions, omissions, création de structure, tout ce qui est la vie de l'avocat dans son aspect quotidien, tout ce qui ne concerne pas la déontologie et la discipline passe par mon service. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui viens vous présenter un petit peu notre regard sur la SPE. Alors, au niveau des chiffres, je partage votre avis sur le fait que ça ne se développe pas beaucoup. Nous, on a, alors les chiffres qui m'ont été transmis, on a 20 SPE inscrites au barreau de Paris, 9 avocats experts comptables, 9 avocats conseils en propriété industrielle et 2 avocats notaires pour l'instant. Alors, j'avais prévu un petit topo sur les modalités pratiques d'enregistrement auprès de l'ordre. En fait, donc je vous propose d'évoquer ça. Mais avant ça, je voudrais répondre à une de vos interrogations, qui est le pourquoi ça n'a pas encore bien pris. Déjà, ce qu'il faut saluer, c'est que ces sociétés ne concernent que des professions réglementées. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec d'autres métiers, mais qui sont soumis également à des règles déontologiques. Et dans le mouvement qu'on connaît, on a la chancellerie qui travaille à une grande réforme que ce soit de la discipline ou de la déontologie, et on sait en fait qu'on va vers des règles de déontologie commune, pas tout de suite, mais bon, on est quand même habitué à cette déontologie qui fait notre quotidien, qui protège le client, qui nous protège nous et qui surtout fait notre ADN. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le point essentiel, parce que nous, on voit, c'est finalement notre spécificité déontologique qui va faire qu'aujourd'hui, ça ne se développe pas autant qu'on voudrait.
Pourquoi? Alors, vous avez évoqué, Jean-Marie, vous avez évoqué le sujet du maniement de fonds, parce que vous n'avez pas les mêmes règles Oui, de fonctionnement que nous. oui, J'ai envie de vous dire, avant d'arriver au maniement de fonds, il y a d'abord la constitution de la SPE. C'est-à-dire que les règles de constitution de la SPE sont déjà très compliquées. Pour le maniement de fonds, pour ceux qui ne le savent pas, nous devons faire transiter tous les fonds de nos clients par la CARPA. La CARPA, c'est la caisse de règlement, c'est de la banque des avocats. Et c'est vrai que tout est très contrôlé. Et donc, dans le cadre d'une société, d'une SPE, ça devient compliqué parce que les fonds que l'avocat va gérer pour un client commun devront passer par la CARPA pour le juridique, alors que les fonds que vous gérerez pour l'aspect expertise comptable prendront un autre chemin. Donc c'est vrai que là, on est à un moment où c'est un peu compliqué. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai vu dans les dossiers qui sont passés à la commission de l'exercice qui ont un petit peu bloqué, c'est toujours le même sujet, c'est le principe de l'indépendance de l'avocat. Dans notre serment, un des 16 principes est l'indépendance. Et dans les discussions qu'il y a très souvent, c'est comment le client qui est géré par un cabinet, enfin qui est apporté par, on va dire, un cabinet d'experts comptables pour du juridique, comment l'avocat peut rester indépendant, quelles sont les règles qui sont prévues par les statuts de la structure pour garantir l'indépendance. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'indépendance, c'est aussi une question d'éthique et c'est aussi une question de pratique et finalement d'ADN, mais pour certains, on a vu, enfin dans certains cas, on a vu que l'avocat, que la structuration pouvait laisser penser que l'indépendance allait être un petit peu problématique. Et ça, c'est vrai que c'est un des points de blocage pour des structures qui ne réussissent pas à aller jusqu'au bout de la création et c'est un petit peu dommage. Nous, c'est vraiment ce principe d'indépendance qui pose vraiment discussion. Un autre point, mais là, c'est quand on va un petit peu plus loin dans la discussion, quand sur l'indépendance, on s'est tous mis d'accord, c'est celui de la rémunération de l'apport d'affaires. Parce qu'en fait, dans notre profession, mais les choses changeront peut-être parce qu'il y a un courant un courant de réflexion qui va vers justement la possibilité de la rémunération de l'apport d'affaires. Mais comment finalement on peut distinguer les revenus du juridique qui vont à l'avocat lorsque le dossier est apporté par le truchement de l'expertise comptable. Et c'est vrai que ça, c'est des questions auxquelles il faut pouvoir répondre quand on présente un dossier d'inscription de SPE au barreau de Paris. Parce que si là-dessus, lorsqu'on examine les dossiers, c'est pas très clair, forcément, après, on va vraiment regarder tout en détail et on va faire des auditions. Ça peut être très long et très compliqué. Alors que moi, ce que je conseille toujours aux avocats qui veulent se lancer dans cette aventure-là, c'est de faire une note explicative du fonctionnement prévu, du fonctionnement au quotidien prévu dans la structure pour garantir l'indépendance et pour garantir, mais c'est un peu moins important, la justification de l'absence de rémunération de l'apport d'affaires. Et je pense que alors ça permet vraiment, pardon, de oui, désamorcer les difficultés. je vous coupe, maître, excusez-moi, j'ai juste une question à vous poser, effectivement, par rapport à ce que vous dites. Aujourd'hui, vous avez 20 sociétés interprofessionnelles inscrites. Est-ce que combien de dossiers se sont présentés devant vous et combien en avez-vous refusé pour des histoires d'indépendance ou des histoires de rémunération d'apport d'affaires qui n'étaient pas très précis? Alors, en réalité, on a très peu de dossiers à traiter. Il y a très peu de demandes de constitution de SPE. Moi, l'année dernière, j'ai dû en refuser 2. Voilà, on a vraiment très très peu de dossiers et c'est dommage, dont une qui concernait des notaires. Et c'est vrai que tant on les a auditionnés, mais au niveau, je n'ai plus le fin mot de l'histoire, mais on a très très peu de dossiers. Et puis on a une commission qui prend une décision donc collective et on ne va pas se mentir, en fonction des membres de la commission présents le jour où on prend la décision,
la décision ne sera pas forcément la même. Donc, on connaît les grandes orientations pour l'année en fonction de la composition de la commission. Mais après, un dossier qui n'est pas passé cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, s'il est représenté, peut-être qu'il passera, parce qu'on a des règles qui changent souvent, et puis d'un barreau à l'autre, les règles sont... Et on a une petite marge de manœuvre. Donc, c'est vrai que on marche un peu sur des œufs hein, pour ces dossiers-là, et on n'a pas suffisamment de dossiers pour créer une vraie jurisprudence. C'est ça aussi. C'est que c'est vraiment encore au cas par cas. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, mais je vous laisse continuer. Mais ça ne vous contente pas? Si. Non, mais pardon, je vous parle sans langue de bois. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que notre bâtonnier m'a missionné pour être là. C'est pour vous parler vrai et pas vous raconter simplement les textes. Mais on aimerait, en fait, qu'il y ait davantage de dossiers présentés parce que je pense que c'est vraiment la pratique dans les dossiers et la confrontation des différents dossiers qui font qu'on réussira à avoir une ligne commune et qu'on pourra développer les SPE. Et puis, il y a aussi tout un courant politique au sein de la profession qui a peur des experts comptables notamment, qui est persuadé que l'expert comptable va traiter les dossiers de l'avocat et donc que c'est terrible. Et donc, on a aussi ce mouvement-là. Hein, je peux pas vous le cacher. Moi, je n'appartiens pas à ce mouvement-là, mais je pense qu'il faut apprendre à plus se parler. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, pour ce qui concerne maintenant, je peux vous proposer de présenter ce qu'on attend lorsqu'un dossier doit être présenté devant notre ordre. Oui, avec plaisir. J'avais préparé un petit topo, mais si c'est trop, je voulais faire du pratico-pratique, mais je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de notre public. Donc, si vous trouvez que c'est trop terre à terre, dites-le moi. Donc, alors, quand on dépose un dossier pour une demande de création de SPE, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit auprès d'un autre ordre ou d'une autre autorité, donc c'est-à-dire que le dossier est présenté en premier à l'ordre des avocats, donc au barreau de Paris, nous, on demande à ce qu'il y ait un courrier d'accompagnement qui soit bien détaillé et notamment les coordonnées de la future structure, la liste des associés, parce qu'on a eu des dossiers où en fait, il n'y avait pas la liste complète des associés. Et ça pose problème. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse déposer un dossier comme ça. Préciser la qualité des associés, c'est-à-dire s'ils sont associés exerçants ou associés non exerçants au sein de la structure. La profession de chaque associé, évidemment la répartition du capital social entre les associés et les mandats sociaux détenus dans la société. On demande aussi à ce que soit transmise la liste des collaborateurs avocats et des contrats de collaboration avocats de la nouvelle société. Tout simplement parce que les avocats, notamment il s'agit de jeunes impétrants, on doit les inscrire au tableau, il y a tout un tas de démarches de contrôle, donc on demande la transmission des contrats de collaboration au même titre que n'importe quelle structure classique d'avocat. Évidemment, une copie des statuts signés de la société avec une clause de contestation spécifique pour une SPE. Alors, je vous ai fait un modèle et je vous passerai des slides. Une clause qui en fait est une clause d'arbitrage qui va soumettre au bâtonnier toute contestation qui pourrait venir devant toute contestation qui concernerait des avocats doit revenir devant le bâtonnier et toute contestation qui concernerait l'autre profession doit revenir devant le président de l'autorité compétente pour la seconde profession et prévoir une clause d'arbitrage dans l'hypothèse où il y a un litige entre un avocat et un expert comptable, par exemple. Mais j'imagine que vous avez l'habitude de tout ça. Donc, oui, autre pièce importante. Mais c'est vrai que chez nous, on se rend compte qu'on est 30 000 et peu d'avocats sont au courant de ça. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. D'accord, je vous remercie. Alors, on va peut-être pas décrire point par point toutes les conditions d'inscription. Ça, je pense que les participants peuvent les trouver sur votre site.
Donc, sur ces conditions d'inscription, je propose aux participants d'aller voir aussi bien auprès de la commission du tableau des experts comptables que des avocats et des autres professions. Voilà. Je vous remercie, maître. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez soulever J'avais prévu des petites questions un petit peu originales, par exemple, des cas qu'on a rencontrés dans les dossiers. Par exemple, le barreau de Paris avait été saisi d'une demande d'inscription d'une SPE avocat expert comptable où l'associé expert comptable n'avait pas encore prêté serment. Donc, j'avais prévu de traiter ce genre de situation. Donc, pour l'exemple, dans ce cas-là, puisqu'on a été saisi, la commission d'exercice, la commission qui tranche, avait estimé que les conditions n'étaient pas remplies et qu'il était nécessaire d'attendre l'inscription définitive de l'associé expert comptable. C'est logique, mais bon, dans la mesure où un dossier nous a été présenté comme ça, il a fallu qu'on réponde officiellement. Donc, ça peut poser des sujets dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, on a 3 questions qui nous viennent des participants. Donc, je vais demander à Valérie si elle peut déjà nous donner le détail de ces questions. Et puis peut-être qu'après, on passera la parole à nos 2 ou 3 experts comptables pour qu'ils nous décrivent un petit peu leur quotidien au sein de la société pluriprofessionnelle. Valérie, vous pouvez nous faire passer les questions que vous avez eues? Oui, alors on a une première question sur les rémunérations d'apport d'affaires dont on a parlé tout à l'heure. La question, c'est faut-il prévoir des conditions de rémunération d'apport d'affaires ou faut-il les proscrire au final? On a aussi une question sur la suite d'un dossier. Si la société est créée et refusée, que se passe-t-il? Une question aussi, comment faire quand l'avocat et l'expert comptable ne sont pas de la même région? Et enfin, une dernière question sur, c'est pas sur les SPE, mais sur les SPFPL. Quelles sont les règles applicables aux SPFPL? Tu vas dire, voilà. Là, j'en ai pour 3 jours. Hein. Oui. Je pense que pour la dernière question, on va laisser ça de côté et on va pour l'instant rester sur les sociétés pluridisciplinaires d'exercice. Alors, sur la rémunération de l'apport d'affaires, en fait, ça se prévoit dans les statuts. En fait, il faut prévoir dans les statuts comment seront orientés les dossiers et quelles seront les modalités de rémunération des associés. Parce que, en fait, des associés, l'apport d'affaires, moi, je considère que l'apport d'affaires, c'est un tiers qui va apporter un dossier à la structure. Et donc, dans la mesure où les associés ont tous la qualité d'associés, il faut simplement prévoir des règles de répartition, comme par exemple dans les ARPI, où ça fonctionne en stylo avec, vous avez une règle qui dit que vous traitez vos dossiers et l'associé qui va vous apporter, c'est pas apporter, qui va vous confier l'aspect droit social, à ce moment-là, vous lui rétrocédez 20%. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'organise dans les statuts sous les règles de l'association classique. Donc, vous proscrivez la rémunération de l'apport d'affaires telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la rémunération telle qu'on rémunère un tiers, mais entre associés, on a le droit d'appliquer des règles de répartition des chiffres d'affaires en fonction de l'origine des dossiers. Concernant, alors, sur le siège social, c'est-à-dire, en fait, des avocats dans un barreau et des experts comptables dans un autre barreau, pas dans un autre barreau, mais on va dire, voilà, dans une autre région. Alors, j'avais prévu justement l'idée de est-il possible d'inscrire au barreau de Paris une SPE ayant son siège social au barreau de Paris sans associé avocat parisien? Donc, c'est un peu ça. On a un article, nous, de notre déontologie qui est P31 du règlement intérieur du barreau de Paris, donc qui a vraiment une application
Paris dans le Rhône. Et le barreau de Paris exige pour une SPE ayant son siège social au sort du barreau de Paris et sollicitant son inscription au barreau de Paris qu'il y ait au moins un associé avocat inscrit au barreau de Paris. Et donc ça n'empêche pas, à mon sens, que la SPE ait des experts comptables qui soient ailleurs qu'au barreau de Paris. Avec les nouvelles règles de pluralité d'exercice, je ne sais pas si vous avez vu ça, aujourd'hui, l'avocat peut être associé de plusieurs structures dans différents barreaux. Donc, ça n'interdit pas. Il faut qu'il y ait des avocats parisiens, en fait. D'accord, j'ai l'impression que j'ai plus le son. Moi, je sais pas, je vous vous entends m'entendez? pas très bien. Oui, on t'entend. Voilà. On entend bien. Mais merci beaucoup pour ces précisions. Alors effectivement, je pense que le plus simple, ce sera peut-être de donner la parole pour un retour d'expérience à nos 3 experts comptables. Alors, je ne sais pas si les 3 sont là ou si on n'en a toujours que 2. Mais dans ce cas-là, on va... Les 3 sont là. Alors, les 3 confrères sont là, mais pour Monsieur Bourbon, on aura le son. Il y a un petit souci au niveau de la caméra. Voilà. Donc, tu peux commencer par Monsieur Rocard. On va commencer par Monsieur Rocard, peut-être, alors, dans ce cas-là. Monsieur Rocard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, avec qui vous l'avez fait, quels sont les avantages que vous trouvez à cette société pluridisciplinaire, quels sont les inconvénients, parce qu'il y en a certainement. On est vraiment tout ouïe. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai créé il y a un petit peu plus d'1 an, au début de l'année 2020, une SPE avec un avocat. Ça répondait à un marché de niche. J'ai rencontré un avocat qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le Global Mobility Service. Donc, son activité, c'est essentiellement la fiscalité, la protection sociale et tout ce qui est charge sociale des impatriés, des expatriés. Il fait également de l'équalisation sociale pour les entreprises qui ont des salariés détachés. Donc, c'est vraiment un marché de niche. Il avait besoin, pour son activité, d'être attaché à un réseau international. Et je suis membre du réseau CRO, et donc avec des contacts dans le monde un petit peu partout. On a donc décidé de créer cette activité pour lancer sa propre activité et également pour traiter, nos clients internationaux, les clients internationaux du cabinet, que ce soit dans sa spécialité, que ce soit en expertise comptable, que ce soit en social. On a une grosse activité de fiches de paye pour des sociétés étrangères et également même sur des activités juridiques qu'on menait déjà au sein du cabinet. On n'a pas eu trop de soucis sur la répartition du capital parce que pour faire partie du réseau CRO, il fallait que nous ayons la majorité du capital. Donc la question a été vite tranchée. On a une répartition 50-50 avec une part de plus pour les experts comptables. La répartition du capital a été une question parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il faut que tous les associés soient inscrits à un des 2 ordres. Or, nous, dans la holding commune de nos structures d'expertise comptable, on a des associés qui ne sont pas experts comptables. Donc, ça a été un point de discussion chez nous pour voir comment on faisait. On a été obligé de créer une nouvelle holding commune uniquement aux associés experts comptables pour qu'elles puissent prendre la participation dans notre SPE. Dans la partie administrative et dans le dossier qu'il a fallu donner à chacun des 2 ordres, effectivement, on a pris soin de donner le capital de la nouvelle holding, le capital des holdings qui se retrouvaient au-dessus, avec l'identification de tous les associés inscrits à l'ordre. Et il se trouvait que j'ai la chance d'avoir une femme avocate et qui a une part dans ma holding perso. Donc, ça tombait bien. Donc, tous les dossiers d'inscription, tout a été donné avec ces informations.
En termes de fonctionnement, aujourd'hui, c'est donc une structure qui est à côté de nos structures d'expertise comptable, qui a son activité propre, essentiellement, je vous l'ai dit, dédiée aux sociétés internationales. Mais comme notre associé avocat est aussi pourvoyeur de dossiers expertise comptable, cette structure traite des dossiers d'expertise comptable. On n'a pour l'instant pas de salarié, puisque lui a son activité et nos cabinets font le back-office en matière comptable, TVA, matière traditionnelle. Le jour où on va avoir des salariés, va se poser la question de la convention collective, puisque j'ai à moins que cela ait changé, mais je ne suis pas certain que le point soit tranché du rattachement des salariés communs aux deux activités, de l'affiliation à l'une ou l'autre des conventions collectives. Pour l'instant, le problème ne se pose pas chez nous. Il y avait une question tout à l'heure sur le rattachement à l'ordre de Paris. Nous, vu qu'on avait des sociétés étrangères, on avait quasi une obligation commerciale d'avoir notre siège à Paris. Moi, je suis provincial, je suis établi à Dijon. J'avais souhaité que le siège étant à Paris, il soit à l'ordre des avocats de Paris et que la société soit inscrite en établissement secondaire à l'ordre de Dijon. On a eu des discussions avec l'ordre de Paris et même avec le Conseil supérieur. Ce n'est pas possible. Donc, il a fallu qu'on inscrive notre bureau également à l'ordre de Paris. On n'a pas pu avoir la partie avocat à Paris et la partie expertise comptable à Dijon. C'est pas une difficulté en soi, mais la question a quand même été posée. En termes de fonctionnement, je crois que mon associé participe est un des écoutants, donc on n'a pas de difficulté pour l'instant, tout se passe bien. On a une répartition des tâches qui s'est bien organisée, c'est-à-dire que ces dossiers purement avocats, il les traite. Les dossiers expertise comptable pure sont traités par le cabinet, ou si c'est des dossiers internationaux, il a le lead pour la discussion avec les clients. Les propositions sont soit signées, les propositions d'honoraires sont soit signées par l'un, soit signées par l'autre, soit signées par les deux. Et quand on travaille sur les mêmes dossiers avec une autorisation de levée du secret professionnel sur les éléments de la lettre de mission. Voilà, d'accord, c'est dans votre lettre de mission. Oui. D'accord. Oui, parce que c'est intéressant parce que pour le coup, moi, je vois les dossiers quand ils sont constitués, mais après, sur le fonctionnement, ce type de questions, je me l'étais posé et je me demandais comment ça fonctionnait. Dans les règles d'indépendance, et dans les règles de fonctionnement des SPE, le client n'est pas obligé de faire appel aux deux professionnels. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très vigilant dans les statuts, c'est précisé. Et donc, on ne peut pas l'écrire dans les statuts, mais ça serait contradictoire. Donc, on le met dans les lettres de mission, la levée du secret professionnel dans le cadre d'une lettre de mission où on sait que les deux vont intervenir. Ah, mais c'est intéressant, c'est super intéressant en fait de voir comment justement en pratique vous réussissez à maintenir l'indépendance de l'un et l'autre dans l'intérêt du client. Non, mais c'est on a encore un mode start-up, on a une activité qui a démarré très fort, mais qui est encore sur une phase de lancement. Voilà, les choses vont forcément évoluer. Je vous dis, l'interrogation, c'est le social. Je ne sais pas si mon confrère, lui, a résolu le problème, ou mes confrères. Nous, on ne s'est pas encore posé la question, mais elle peut venir. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de ce témoignage, Monsieur Rocard. On va demander à Monsieur Souris son retour d'expérience et s'il a des conseils à nous partager. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Souris. Donc moi, j'ai créé donc ce type de société avec un confrère avocat.
il y a un peu plus d'un an maintenant. Cet avocat, quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années, c'est un client. Voilà, et avant d'être client, on s'est connus, on était somme toute assez jeunes, ce qui permet aussi de lever pour moi un certain nombre de barrières liées à nos modes de pratique professionnelle et de réflexion intimement liés à nos professions. C'est-à-dire que les avocats ont pour moi un schéma de pensée qui est quand même assez loin de celui des experts comptables. Voilà, le fait qu'il y ait un petit peu d'amitié dans tout ça permet de prendre un peu de recul et d'adoucir les mœurs de temps en temps. Mais au-delà de ça, l'ouverture de la possibilité de créer des SPE, pour moi, a été très, très pertinente en termes de réflexion sur le futur de notre profession en tant qu'expert comptable, mais certainement aussi quand je pense que nos amis avocats peuvent avoir exactement les mêmes réflexions. C'est nos professions vont évoluer, on est en plein chamboulement et on est qu'au début de ce chamboulement. On a malgré tout, quoi qu'on en dise, en tant qu'expert comptable, on marche sur les plates-bandes des avocats sur tout ce qui est pratique juridique courante en termes de constitution de société ou de juridique annuel. Personnellement, moi j'avais fait la constatation que ce que nous traitions en juridique, ce que j'appelle alimentaire, donc le juridique vraiment de base, représentait un chiffre d'affaires qui approchait quasiment les 10% du chiffre d'affaires du cabinet, donc ce qui veut dire un peu plus de 100 000 euros à l'année, et que 100 000 euros à l'année, pour certains avocats, c'est quelque part presque leur chiffre d'affaires, ce qui leur permettrait de vivre et de bâtir un début de business. Donc, notre réflexion était la suivante, c'est-à-dire que moi, en tant qu'expert comptable, j'avais un espèce d'alimentaire juridique qui pouvait permettre à un avocat qui, lui, n'avait pas d'alimentaire juridique, mais qui fonctionnait comme beaucoup d'avocats, affaire par affaire, avec une incertitude constante sur l'avenir. Le fait de tout à coup créer une structure à laquelle on allait pouvoir apporter une partie d'alimentaire pour commencer à bâtir quelque chose, avoir des collaborateurs de manière un peu plus stable et d'être un peu plus serein sur l'avenir, tout en continuant à bâtir et à progresser grâce à des affaires que l'on avait enfin le temps d'aller chercher parce que quelque part le côté alimentaire d'exploitation était assuré, m'a paru plutôt pertinent et plutôt intéressant. Voilà. Pour notre part, en tant qu'expert comptable, pour l'instant, on a cette chance extraordinaire de vivre sur un modèle économique pour beaucoup essentiellement basé sur de l'alimentaire récurrent. Donc, on est quand même capable, pour l'instant, de prévoir notre chiffre d'affaires, je dirais, d'une année sur l'autre très, très facilement. Ça n'est pas le cas pour les avocats, du moins pour beaucoup d'avocats. Je ne sais pas combien de temps on vivra dans ce confort, et justement, c'est parce que, encore une fois, aujourd'hui, je considère qu'on vit dans un confort, je considère qu'il faut se servir de ce confort pour préparer demain. Et préparer demain, pour moi, ça ne se prépare pas seul, ça ne se prépare pas qu'entre experts comptables, ça ne se prépare pas qu'entre avocats. Voilà, les professionnels doivent accepter la mixité, doivent accepter l'échange, doivent accepter la confrontation pour pouvoir déjà pour eux-mêmes revoir leur modèle économique, se remettre en cause, et puis pour nos clients, leur proposer des solutions qui leur permettent
d'avoir une solution beaucoup plus complète, tout en un, avec une meilleure communication en interne, parce que lorsque les gens se côtoient et échangent, on arrive à casser certains délais, etc. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin pour nos clients, et il n'y a plus de rivalité malsaine lorsque l'on conseille un client, et on a plus de facilité à accepter une incompétence et le fait de passer le relais à son associé, que tout à coup essayer de passer le relais à un avocat qui va essayer de grappiller le dossier et puis le récupérer et nous manger une partie de notre alimentaire, etc. Donc, l'association, voilà, pour moi, est obligatoirement une planche de salut pour l'avenir, même si effectivement, moi j'ai un tout petit peu plus de 50 ans. La profession, dans 15 ans, lorsque je la quitterai, entre guillemets, aura fondamentalement changé, mais pas encore, à mon avis, complètement, même si elle sera très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour les jeunes générations, les jeunes qui aujourd'hui ont 30 ans et qui s'installent à 30 ans, moi je me suis installé, j'avais 32 ans, la question pour moi est pleine et entière. Et si on ne leur ouvre pas d'autres voies, si on n'essaye pas pour eux et avec eux de travailler différemment, je ne sais pas du tout à quoi on va leur servir. On est là aussi avec notre expérience personnelle pour servir d'exemple et puis pour essuyer les plâtres si plâtre il y a à essuyer. Hein. Mais voilà, ça fait pour moi partie de notre devoir. Merci, Monsieur Souris. Alors, je me retourne également à nouveau vers les permanentes pour savoir, est-ce qu'on a des questions de la salle sur ce retour, sur ces deux retours d'expérience? Allô, allô? Bon, a priori, je ne sais pas si on m'entend. Ah, moi je vous entends plus là. J'ai un petit souci de. Non, on t'entend, Marie, on t'entend. Ah. Moi je vous entends bien. Ouais. Oui, la question que je posais, c'est est-ce qu'on avait des questions de la salle? Alors, il y a quelques questions, mais vous y avez déjà un peu répondu sur l'interrégionalité, donc ça, on l'a vu. Il y a une question aussi sur les difficultés, apparemment quelqu'un qui a déjà des difficultés liées à l'application de 2 conventions collectives. Ça a été évoqué rapidement, mais vous pouvez y revenir. Aussi une question, que pensez-vous de la constitution d'une SPE avec plusieurs professionnels administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, avec des avocats et des experts comptables? Existe-t-il à ce jour une SPE de cette sorte? Comment se passe l'accueil des clients? Locaux mixtes, et encore une autre question sur les locaux mixtes ou entrées séparées? Alors, pour la question de savoir s'il y a des constitutions de sociétés pluridisciplinaires avec des administrateurs judiciaires, il me semblait qu'au niveau de l'ordre des experts comptables, de mémoire, il y avait eu une demande. On peut peut-être demander à Valérie de nous en dire un mot. Alors, oui, c'est Valérie, le problème de son, donc c'est moi qui réponds, Isabelle. Alors, effectivement, on a eu la création qu'on a validée au Conseil de janvier d'une SPE constituée d'un expert comptable et d'un administrateur judiciaire. C'était la première SPE au national à notre connaissance. Voilà, mais il me semblait que nous l'avions validé, mais qu'il y avait peut-être des petits soucis du côté des administrateurs pour valider cette société pluriprofessionnelle, Isabelle? Alors, le dossier, effectivement, est toujours en cours d'instruction à l'ordre des administrateurs judiciaires. Pour l'instant, on attend le retour pour que la SPE soit définitivement inscrite, mais chez nous, elle est bien inscrite. D'accord. L'autre question qu'on avait, c'est concernant les locaux. J'ai pas trop suivi. Oui, alors une question, 2 questions. Donc, une question sur les locaux. Est-ce que c'est des locaux mixtes ou entrées séparées? Et une question, comment se passe l'accueil des clients? Donc, ils sont alors, sur les... messieurs les experts comptables, sur ces 2 questions pratiques.
Monsieur Souris ou Monsieur Rocard? Nous, on a une entrée et une salle de réception unique pour les clients, quels qu'ils soient. Pour être complètement franc, les locaux de mon associé existaient, on ne s'est pas posé la question. D'accord. On est sous une même entité juridique. Je pense que c'est pas l'indépendance qui a déjà été évoquée et le secret professionnel, c'est pas par les entrées qu'on va le gérer. Et Monsieur Souris, vous avez… Alors, nous, effectivement, alors on a, je veux dire, des locaux communs, c'est-à-dire qu'on a, on réside sous le même toit, dans le même immeuble, avec malgré tout des bureaux bien distincts et bien séparés. Voilà, on a chacun nos bureaux pour recevoir chacun les clients, soit de manière autonome, soit de manière conjointe. Là, on se réunit dans le bureau de l'un ou de l'autre. Voilà, mais effectivement, je sais que du côté de… chez les avocats, les règles des locaux semblent être un tout petit peu plus strictes ou abouties que chez nous. Donc voilà, on a fait en sorte que voilà, on a rajouté une cloison effectivement et une porte pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de confidentialité ou de secret professionnel, etc. Mais encore une fois, les choses se font en très très bonne intelligence et j'ai tendance à dire on se prend pas trop la tête pour toutes ces choses-là malgré tout. On est encore une fois des professionnels responsables et voilà, on se respecte. On va quand même demander à Maître Chandler sur cette histoire de locaux communs ou de locaux séparés, quelle est la position du barreau? Alors, je me sens parfois un peu en terre hostile, mais moi j'aime bien les experts comptables, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est gentil. Je crois vraiment que nos professions peuvent travailler ensemble, ça j'en suis convaincue. Et au cabinet, moi, il y a pas mal d'experts comptables qui envoient des dossiers à mon cabinet. Nous, on a un cabinet d'affaires, on traite le juridique que les experts comptables, en fait, ne traitent plus. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué que vous traitiez le juridique simple et dès que ça se complexifie, maintenant, vous avez vos avocats sur zone, si je puis dire, mais le réflexe d'envoyer chez des avocats, il existe aussi. Et moi, pour le coup, on a beaucoup de vos confrères qui nous envoient des dossiers pour le département structure. Et ce que je comprends, en fait, des discussions, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes beaucoup plus dans le pratico-pratique que nous. Et je crois que ça, c'est une de nos grandes différences. Nous, notre ADN, c'est des règles, des principes essentiels qui sont notre serment. Et c'est par ces règles qu'on essaye de trouver des solutions. Et vous faites l'inverse. Vous trouvez des solutions concrètes et ensuite, vous adaptez. Et je trouve ça, en fait, c'est tellement rare de pouvoir s'en parler comme ça que je salue le truc parce que c'est vraiment très intéressant. Et dans vos deux approches, vous avez pour le coup une approche très différente des locaux professionnels. J'ai envie de dire l'approche de Christophe est très pragmatique. Moi, je préférerais celle de Yann, qui consiste à quand même cloisonner un peu les choses. Mais après, en fait, on a quand même très peu de structures SPE au barreau de Paris pour pouvoir se dire, en fait, effectivement, il faut absolument que ce soit cloisonné. Normalement, ça doit être séparé. Mais il y a un principe de réalité, je ne devrais pas le dire, mais il y a un principe de réalité qui fait qu'on essaye de travailler en bonne intelligence. Et le secret professionnel et l'indépendance, on doit les appliquer dans nos dossiers, dans notre manière d'être. Mais après, il y a aussi une réalité économique, de la taille des locaux, de l'organisation des locaux. Ce qu'il faut, c'est éviter que tout le monde soit dans la salle d'attente au même moment. Après, bien organisé, si les clients ne se croisent pas, c'est des choses qui s'expliquent, quoi. Mais normalement, normalement, il faut quand même veiller à ce qu'il y ait un minimum de confidentialité, le secret professionnel, tout ça. Mais encore une fois, je crois que les règles se créeront et s'adapteront avec la pratique.
Merci, maître. Mais je voulais juste préciser, moi, du juridique facile, j'en connais pas. Je pense que Vous pouvez juridique. envoyer-le au cabinet, on sera content, on Non. le traitera. Et je pense que même dans le plus simple PV d'assemblée, il peut y avoir des choses trappes, il peut y avoir des soucis, et qu'effectivement, c'est vraiment un métier à part entière. Et donc, c'est pour ça que la complémentarité entre les experts comptables et les avocats est à développer. Je voudrais quand même donner la parole également à Monsieur Bourbon, que l'on ne voit pas, mais qui est, je pense, en pensée avec nous et surtout en oral avec nous, pour que Monsieur Bourbon, qui a fait également une société pluriprofessionnelle, nous explique un petit peu son parcours. Monsieur Bourbon, si vous m'entendez, vous avez la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà. Alors, je suis vraiment désolé, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a un problème technique. Ma webcam est allumée et je suis désolé d'être masqué. C'est la mode en ce moment avec les masques, mais vraiment désolé. Alors, en fait, nous on est dans une démarche qui est un petit peu différente sur la constitution de cette société. Donc, c'est ce qui fait un peu l'originalité par rapport à mes deux confrères. Bon, pour faire assez simple, hein, puisque en fait, moi, je suis le président d'un groupe relativement important qui compte à peu près 60 à 70 sites, environ 1600 collaborateurs. Donc, cette société, elle a été créée en fait dans un cadre assez particulier. On a eu l'occasion de se croiser avec deux confrères avocats qui ont tous les deux des spécialités. Une spécialité dans le sport et l'autre une spécialité dans le monde équin. Et donc, comme il se trouve que nous avons aussi au niveau de nos activités d'expertise comptable une grosse spécialité dans le domaine équin et une dans le domaine sportif, ça nous est apparu intéressant de créer cette société pour justement traiter en commun à la fois les aspects comptables, fiscaux et juridiques de ses clients. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, pour faire clair, alors il y a deux avocats, puisque le capital de la société est réparti un tiers, les deux avocats ont chacun un tiers et nous, on a un tiers. Et on limite l'activité de cette structure à ces dossiers équins et sport. Hein, c'était vraiment un objectif très particulier. Alors, effectivement, le problème de locaux ne se pose pas forcément en tant que tel, hein, puisque en fait, là où nous sommes sur le siège de la société à Paris, on a la possibilité d'avoir des entrées distinctes et voir des salles de réunion totalement distinctes. Mais ceci étant, en fait, chacun a aussi ses activités qui sont totalement indépendantes. Donc, en fait, par rapport notamment à Monsieur Souris, en fait, on a une démarche qui est quand même un peu différente puisqu'on a spécialisé en fait cette structure dans un domaine donné. Alors, ça ne voudra pas dire que demain, on n'étendra pas les choses. L'idée étant peut-être de trouver aussi des avocats avec des domaines de compétences qui peuvent être autres. Mais là, au cas présent, on a cantonné sur ces deux activités pour apporter, en fait, l'objectif, c'était surtout d'apporter un peu la multicompétence, en fait, aux clients. Donc, démarche un petit peu différente puisque, pour faire clair, nous, malgré notre taille, on est assez différent d'un bon nombre de cabinets de taille, puisqu'en fait, on n'a pas du tout à côté de cabinets juridiques ou avocats apparentés, à part cette structure-là. Et dans notre structure, on fait du juridique comme le décrit M. Souris, on fait des assemblées, des constitutions de sociétés, des choses un petit peu particulières, mais voilà. Donc, voilà un peu quand même la présentation de notre expérience
Et disons que bon, là, disons que ça s'est fait aussi parce que j'avais historiquement, moi, une relation avec un des deux avocats et qu'on avait eu à intervenir dans le milieu, dans un milieu sportif. Et c'était intéressant de pouvoir, on va dire, offrir aux clients toutes les compétences et aussi de pouvoir échanger par rapport aux problématiques. Merci beaucoup. Moi j'ai une question à vous poser à tous les trois, une question un peu de candide. On sait effectivement que les experts comptables travaillent main dans la main avec différents avocats. On sait que les avocats travaillent également avec différents experts comptables. Est-ce que le fait de faire une société d'expertise comptable et d'avocats au niveau concurrentiel ne nous prive pas des autres correspondants avocats qu'on aurait pu avoir et qui auront peut-être une réticence à nous envoyer des dossiers en disant bah oui mais ils sont également avocats donc si j'envoie un dossier ils risquent de me piquer la partie juridique, ce qui peut se concevoir. Et pareil pour les experts comptables qui envoient des dossiers à un avocat, de se dire bah oui mais il est associé avec des experts comptables. Est-ce que demain je vais pas perdre mon client en expertise comptable parce que voilà c'est une société qui peut me faire concurrence. Moi, je me demande si ce problème justement de la concurrence, c'est pas quelque chose qui freine la constitution de société. Alors, je vous pose la question à tous les trois, mais j'aimerais bien aussi que Maître Chandler me donne son avis sur ce point. Alors, moi, pour rebondir sur ce que Yann nous a dit tout à l'heure sur la transmission et les métiers qui changent, moi, je crois que envoyer des dossiers à des experts comptables, quels qu'ils soient, qu'ils aient un avocat en interne ou pas, enfin, envoyer à des experts ou même à d'autres professionnels, des notaires ou autres, c'est vertueux. Plus on multiplie l'envoi de dossiers, plus potentiellement, la probabilité est importante que ce professionnel nous envoie des dossiers à son tour. Bien sûr. Après, nous, on envoie, c'est vrai que on explique aussi. Enfin, je veux dire, notre associé qui gère le département droit des affaires et corporate, quand il envoie vers un expert comptable, la relation avec le client, elle existe déjà. Et la relation de confiance, si je puis dire, avec le client, elle existe. Et si l'avocat décide d'envoyer vers un expert comptable, c'est qu'il a confiance en son client, confiance en son expert comptable. Et c'est pas, enfin, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de perdre finalement le client parce que si le client bascule vers l'avocat qui est dans la SPE avec les experts comptables, c'est que c'est un client qui n'était pas stable et qui peut-être serait parti au dossier suivant. Donc, je crois qu'il faut pas avoir peur. Il faut être, je crois aussi qu'il faut être sûr de ce qu'on vaut et de ce qu'on est. Et il n'y a pas de raison que le client ne revienne pas pour le juridique. Il faut expliquer les choses. On peut aussi dire à nos clients que voilà, c'est un cabinet qui a en son sein un avocat. Pour autant, voilà, moi j'aimerais qu'on continue à travailler ensemble et puis parce que ça permet de connaître l'antériorité du sujet. Enfin, ça s'explique, mais moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer ses clients chez le bon professionnel. Et puis si ensuite le client prend l'avocat, tant pis. Mais sur le lot, je pense aussi que l'expert comptable peut envoyer des dossiers à cet avocat extérieur qui aurait des spécificités que son avocat en interne n'aurait pas. Et aussi parce que parfois, pour éviter les conflits d'intérêts, je ne sais pas comment vous gérez les conflits d'intérêts, mais nous, il y a plein d'histoires de conflits d'intérêts où on ne peut pas prendre, où il y a des clients qu'on ne peut pas prendre. Le client qu'on aurait voulu avoir et qu'on ne peut pas prendre, on l'envoie chez un confrère et puis tout ça est vertueux. Mais il y a toujours cette petite crainte, je ne peux pas vous le cacher, mais bon, à un moment, il faut dépasser ça et puis savoir ce qu'on vaut, quoi. Faut pas avoir peur. Alors, messieurs les experts comptables qui avaient fait des SPE, est-ce que vous avez été confrontés à ce genre de réticence ou pas? La question s'est forcément posée. Nous, on a créé une SPE avec
avec un marché de niche. On est un peu comme Philippe. Donc, voilà, la première chose que j'ai faite quand on a créé la société, c'est de téléphoner aux avocats avec lesquels j'ai l'habitude de bosser pour leur expliquer le projet. Tous l'ont compris. Depuis un an, nos relations n'ont pas changé. Il y en a même certains qui m'ont dit, bah, sur ces spécificités-là, on le saura et si on a des besoins, on t'appellera. Donc, j'ai pas, le marché de niche me protège et la spécificité surtout c'est pas le marché, c'est surtout la spécificité de mon associé nous protège de ces craintes de la part de nos prescripteurs, appelons-les comme ça, hein, avocats. Et vous, Monsieur Souris, alors vous qui êtes, j'ai l'impression, plus sur un marché global, est-ce que ça vous a posé un problème? Non. Alors, encore une fois, alors, déjà, les avocats, de par leur sont, à mes yeux, beaucoup moins généralistes que nous ne le sommes. Hein, je me plais souvent à dire qu'en tant qu'expert comptable, on sait tout sur tout et rien sur tout. Les avocats, eux, pour moi, ont des domaines de compétences beaucoup plus pointus et beaucoup plus ciblés. C'est-à-dire que mon associé aujourd'hui, effectivement, fait du droit des affaires. Il a une spécialité également dans tout ce qui va être écologie. Mais au-delà de ça, il est nul en droit du travail, il est nul en droit du crédit, il est nul en contentieux. Et bien évidemment que lorsqu'on a des problématiques dans ces domaines-là, on les donne à d'autres avocats qui ont la bonne compétence pour le bon client. Après, effectivement, nous, en tant que généralistes, moi, lorsque mon associé arrive à côtoyer des clients qui ne m'ont pas comme expert comptable, il se fait un devoir d'essayer de leur expliquer qu'il connaît un super expert comptable. Mais je dirais que ça, c'est pas le problème. D'une manière générale, encore une fois, pour l'instant, on vit sur un modèle économique de récurrence. Ce modèle économique, on le protège becs et ongles avec des règles dont l'objet n'est pas... Voilà, on n'a pas à en débattre ce soir, mais quoi qu'il se passe, elles vont voler en éclats dans les prochaines années. Donc, on peut toujours essayer de reculer un tout petit peu l'échéance, mais cette échéance va arriver pour moi. Donc, cette échéance arrivant, à nous déjà de ne pas en avoir peur, de la dédiaboliser et justement de bâtir d'autres modèles économiques avec d'autres règles de partenariat avec les gens qui nous entourent pour être plus forts. C'est tout. Et puis, à nous d'être bons pour pas que nos clients partent. Si un client part, c'est qu'on n'était pas bon, point barre. Donc, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir des règles qui nous proposent. On n'est pas là non plus pour retenir de force un client alors qu'on est mauvais. Ah, ça, c'est sûr. On est là pour être bon. Et si on n'a pas été bon, on perd le client. Point. C'est tout. C'est la loi du marché et c'est normal. Il faut même faire preuve d'humilité et de se dire ouais, là, j'ai merdé. Le client est parti et voilà. Point. Problème suivant. Et encore une fois, je pense qu'il faut ne pas hésiter à avoir une vraie réflexion sur l'avenir et l'interprofessionnalité pour nous, pour mon associé et moi-même, est une vraie réflexion. Et voilà, il y a pour moi, l'expert comptable à terme a vocation à être un vulgarisateur de l'information et un répartiteur des tâches vers d'autres professionnels. Voilà, point barre, rien d'autre. Merci, Monsieur Souris. Et Monsieur Bourbon, sur cette histoire de crainte de concurrence, est-ce que vous avez un commentaire à nous faire? Ouais, disons que en fait, les deux avocats avec lesquels nous sommes associés dans la SPE, ils ont, comme je l'ai dit, certaines spécialités. Bon, il se trouve qu'il y en a un autre qui a quelques autres spécialités, donc ce qui fait que de temps à autre, on lui adresse des dossiers dans d'autres domaines, hein, notamment dans le domaine de la franchise, par exemple, qu'il connaît bien.
Mais ceci étant, après, un peu comme le disait Christophe, nous, on a été très transparent par rapport aux autres avocats partenaires avec qui on continue à travailler. Bon, alors c'est plus facile parce que géographiquement, on est implanté dans le quart ouest de la France et suivant l'endroit où on se trouve, hein, on n'a pas forcément cette problématique-là. Mais donc, après, je pense que, vous savez, pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est l'intérêt du client. Hein. Et donc, l'intérêt du client, c'est qu'à un moment donné, on puisse lui apporter le meilleur conseil, la meilleure défense et je dirais dans le respect mutuel de tous. Donc, pour moi, c'est ça qui prime, c'est le service au client. Parfait. Moi, je vois un autre avantage à cette pluridisciplinarité, c'est d'arriver à décrocher des nouvelles missions. Lorsque nous avons un client qui veut vendre sa société, c'est vrai qu'aujourd'hui, ou qui veut faire l'acquisition d'une société, nous, en tant qu'experts comptables, on a notre rôle à jouer, mais c'est vrai que il y a tout un ensemble juridique également qui est en complément. Et dans le cadre d'une société pluridisciplinaire, je pense qu'il y a peut-être un service global à offrir qu'on ne peut pas offrir aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'en pense Maître Chandler. Oui, je pense que ça me fait penser à la notion de PAC qu'on peut proposer pour les startups. Les startups qui, dans les incubateurs, on voit que les startups, le premier réflexe qu'elles ont, c'est l'expert comptable. C'est ce qu'on leur dit dans les chambres de commerce et d'industrie quand il y a les petites formations. Prenez un bon expert comptable. Mais moi, je pense qu'il faut travailler ensemble. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur les statuts, c'est vrai. C'est-à-dire que la répartition des parts, chaque clause est importante dans les statuts parce que en fait, les statuts correspondent à la situation patrimoniale de tous les associés. Et faire les statuts, c'est un mariage, mais c'est aussi prévoir le divorce. Et ça, c'est des choses qui s'anticipent. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense que même si, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites des statuts sur la spécificité lorsqu'il y a une difficulté dans on va dire une société qui s'est créée pour laquelle vous avez fait des statuts, les clauses de sortie n'ont pas forcément été envisagées de la même manière que si un avocat les avait envisagées. Je pense vraiment qu'on peut travailler ensemble à créer des PAC dans l'intérêt du client, à créer des offres de lancement parce qu'en fait, tout ça est très lié. Vous connaissez la situation patrimoniale, vous connaissez les montages à faire pour que fiscalement ce soit intéressant, etc., pour l'organisation des charges. Nous, on organise finalement la structuration et la colonne vertébrale qui va faire que, en fait, entre les associés, ça va bien se passer. Et c'est vrai que c'est une approche un peu différente. Nous, on est peut-être un peu plus dans la dimension psychologique. Moi, je dis toujours que le premier rendez-vous, il est essentiel parce que le projet, c'est aussi un projet de vie pour des associés. Alors, je ne vous parle pas des mecs du CAC 40, je vous parle de ceux qui créent leur structure parce que tout à l'heure, on parlait des startups. Et ça, nous, on est peut-être plus à même que les experts comptables à travailler avec les clients. Mais je pense qu'on peut tout à fait faire des accompagnements ensemble sans que ce soit parallèle. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, Philippe, je crois, ce qui compte, c'est l'intérêt du client. Et c'est vrai, c'est l'intérêt du client parce qu'une boîte bien structurée et bien organisée pour ses charges, elle va se développer. La boîte qui se développe, elle va nous apporter d'autres clients, elle va nous apporter un chiffre d'affaires plus important et on a tout à y gagner. Alors moi, je pense que la guéguerre entre nos deux professions, faut en finir. Enfin, c'est plus à la mode. Il faut passer à autre chose. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public, mesdames les permanentes de l'ordre? Jean-Marie, on a une question. Oui, on a une question sur le secret professionnel et la facturation. Comment vous êtes-vous organisé en matière de comptabilité distincte? La facturation est-elle réalisée sur un outil commun? Comment avez-vous géré le secret professionnel distinct et l'indépendance des professions sur ces sujets? Ah, vaste question. Alors, messieurs les experts.
Monsieur Rocard. Nous, la compta est organisée pour pouvoir tenir les deux comptabilités comme c'est demandé réglementairement. On a le même outil de facturation avec un chrono qui est commun aux deux activités. Et la comptabilité est sous-traitée à une société du groupe. Donc, respect du secret de l'expert comptable. Monsieur Souris. Sur l'avocat, discutable. Alors, nous, effectivement, pareil, on a effectivement un outil de facturation en commun, une comptabilité qui permet de bien distinguer les deux activités, et la compta est tenue par mon cabinet. Oui, petite chose que j'ai dite, c'est que je n'ai pas dit, pardon, c'est que je n'ai pas apporté, moi, à la société SPE mon portefeuille d'expertise comptable, hein. Je n'ai apporté que le portefeuille juridique, et je continue à avoir une activité d'expertise comptable sur une autre structure, mais que parallèlement à cela, on développe un portefeuille d'expertise comptable sur la SPE mais sur un marché là aussi de niche, parce qu'on essaye de développer des comptabilités pour les entreprises qui souhaitent travailler sur la réflexion de décarboner. Voilà, donc de la charte RSE. Et donc voilà, on a toute une réflexion sur ce que l'on va pouvoir mettre en place en termes de comptabilité RSE. Mais ça, on l'abrite effectivement sur la SPE, déjà pour ne pas perturber, on va dire, l'organisation du cabinet d'expertise comptable de base, et puis parce que cette partie est développée grâce à l'apport de clients de mon associé avocat. Voilà. Merci. Monsieur Bourbon a un commentaire sur ce secret professionnel et les honoraires? C'est-à-dire que bon, sur cette partie-là, on distingue vraiment donc la partie afférente à l'activité d'avocat et la partie afférente à l'activité, on va dire, d'expertise comptable. Bon, là, on a effectivement le moyen de distinguer la facturation. Bon, la comptabilité, elle est tenue par le siège chez nous, donc comme pour un site normal, ça pose pas de grandes difficultés. Comme le disait tout à l'heure Christophe, l'important, c'est de tout bien régler dans la lettre de mission, quoi. Donc, ça, c'est clair qu'une fois qu'on a bien réglé dans la lettre de mission, ça ne pose pas de vrais problèmes. Alors, le secret professionnel, oui, c'est sûr, mais d'un autre côté, sur certains sujets, je pense que le bon échange entre l'expert comptable et l'avocat, c'est aussi pour, je dirais, le bénéfice du client, quoi. Parce que je pense que plus on a une vision claire et sans faux semblant sur un certain nombre de choses, mieux c'est pour traiter les difficultés qui peut y avoir ou qui pourraient surgir. Maître Chandler, sur ces points des honoraires et surtout du secret professionnel, que dit le barreau? En fait, le barreau n'est pas au courant du fonctionnement des SPE en termes de facturation. Parce qu'en fait, nous, quand on nous saisit, c'est pour la création. Et ensuite, lorsqu'il y a des litiges entre associés, et pour le coup, pour l'instant, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Il y a dû en avoir, mais le barreau est une grosse machine et je ne suis pas au courant de tout. Après, j'ai une petite observation, mais qui n'est pas liée à une expérience que j'ai rencontrée. Donc, les factures, qui les fait? C'est le cabinet, enfin, c'est la partie expertise comptable qui fait les factures de l'avocat. C'est bien ça? Moi, les factures sont faites par la comptable du siège, du siège de la partie expertise comptable, sous la forme d'une prestation d'expertise comptable. D'accord. Pour ma part, les factures sont faites par une des collaboratrices du pôle juridique.
Donc voilà, parce que la même chose, on n'a pas du tout le même méthode de fonctionnement. C'est-à-dire que mon associé avait l'habitude de ne travailler qu'après paiement d'un acompte sur honoraire, alors que moi je travaillais effectivement et je facturais ensuite. Donc il nous est apparu beaucoup plus sain de conserver effectivement, et puis beaucoup plus sécurisant de conserver cette habitude d'appel d'honoraires par acompte. Et ça, c'est donc le service juridique qui gère cette facturation. Après, il y a une entente entre la partie comptable et la partie production de la facture pour pointer, checker tout ça. Voilà. Mais par exemple, je pose une question très concrète. Donc, donc la facture, dans la première situation, la facture, elle est émise par le cabinet. C'est sur l'entête. Si c'est le siège qui l'a fait pour une prestation d'expertise comptable, comment ça se passe s'il y a une contestation d'honoraires sur le juridique, en fait? C'est sur la base de qu'est-ce qui est mentionné sur la facture? Excusez-moi, vous avez été coupé. J'ai pas entendu toute la question. Oui. En fait, je vais prendre le sujet à l'inverse. Nous, quand on a une contestation d'honoraires avec un client, je ne sais pas comment ça se passe chez les experts comptables, mais nous, on a un service qui s'appelle le service de la taxation des honoraires, qui en fait est un service de l'ordre, qui va regarder le dossier, donner son avis sur la facture. Donc, c'est un avis, ça n'a pas force obligatoire. Donc, ensuite, il faut aller devant la cour d'appel, etc. Mais je ne sais pas comment réagirait mon ordre si en fait c'était une facture émise sur la base, enfin sur un papier en tête de cabinet d'experts comptables. Nous, on fait une prestation. C'est là où j'ai pas compris en fait. La facture est émise, le support de la facture, c'est le papier en tête de la SPE. D'accord, ok, j'avais pas compris. Et après, c'est prestations juridiques. Ah oui, non. On a un papier en tête sur lequel apparaît le nom de la SPE et apparaît la mention d'appartenance à l'ordre des avocats et à l'ordre des experts comptables. Alors, pour répondre à votre question, maître, nous lorsqu'il y a des contestations d'honoraires, on a également un service qui s'appelle le service arbitrage et conciliation. Et donc, tout client peut saisir ce service de conciliation en cas de contestation d'honoraires pour qu'une conciliation ait lieu et d'essayer de trouver une solution entre le conciliateur, le confrère expert comptable et le client, sachant que cette conciliation pour les experts comptables, si un client le demande, la conciliation est obligatoire pour l'expert comptable. D'accord. Bah oui, nous en fait ça revient au même, ça porte pas les mêmes noms, mais ça revient au même parce que si le client saisit l'ordre d'un dossier de taxation d'honoraires, l'ordre répond obligatoirement. Donc d'accord. Non, mais après en termes de secret professionnel, si sur les factures il n'y a pas trop de détails, si la facture renvoie à une mission qui n'est pas qui permet de conserver la confidentialité, je ne vois pas, il faut bien se faire payer. Et comme vous travaillez dans la même structure, il faut bien trouver une solution. Encore une fois, je pense que les règles émaneront de la pratique. Hein. Mais vous savez, et nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas confrontée à ça pour le coup. On a d'autres clients avocats pour lesquels on est expert comptable, pour lesquels on enregistre la compta, qui nous donnent bien leurs factures. On sait qui est le client, on sait quel est le litige. On a notre secret professionnel, donc c'est exactement la même problématique. Mais vous savez que nos professions ont du mal à s'entendre. C'est souvent une position de principe. Alors, qu'on soit bien d'accord. Oh, mais on s'entend de plus en plus. Il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, on arrive au bout de ce webinaire puisqu'il est bientôt 18h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut remercier tous les participants? Alors, pas de nouvelles questions, mais des participants qui vous remercient justement pour votre intervention à tous. Écoutez, c'est très gentil. Écoutez, j'ai l'impression que l'Ordre des experts comptables et le barreau de Paris, nous sommes à votre disposition. Je pense, comme les confrères, je pense que c'est vraiment une solution d'avenir, notamment pour les experts comptables.
on sait très bien que de plus en plus, on va être malmené au niveau de la comptabilité de base. On l'est déjà énormément, on va l'être de plus en plus. Moi, personnellement, je pense que les associations avec des avocats vont se faire sans souci, parce qu'on est vraiment complémentaires sur énormément de domaines. Je pense que des associations avec des notaires pourraient se faire, parce que au niveau patrimonial des personnes physiques et au niveau des conseils en matière de succession et autres, on aurait beaucoup à faire à créer des structures avec les notaires. Je pense qu'avec les huissiers également, on aurait beaucoup de choses à faire, avec les administrateurs. En réalité, je pense que c'est une solution d'avenir. Alors peut-être qu'il faudra qu'on mette un peu d'eau dans pas dans notre vin, mais dans notre ego, parce on est tous des professions libérales, indépendantes, et pour l'instant, on est quand même très attaché à notre indépendance. C'est peut-être ça qui fait bloquer un petit peu le système, mais comme nous sommes tous des gens intelligents, je pense qu'on arrivera à trouver des solutions. Il me reste à remercier Maître Chandler d'être venu à ce webinaire. C'était très sympathique de votre part. J'espère qu'avec la nouvelle mandature qui vient de démarrer chez nous, les relations avec les avocats qui étaient très fortes sur les mandatures anciennes, j'espère qu'on va renouer ces relations. On a énormément de choses à faire, notamment dans le domaine de l'exercice illégal, ou aussi bien en comptabilité que l'exercice illégal en droit. On retombe sur les mêmes personnes qu'il nous faut combattre. Donc j'espère qu'on va tisser des liens très importants. Je remercie également tous les participants. Je remercie les permanentes de l'ordre d'avoir monté ce webinaire, et je vous dis à tous à bientôt dans la vraie vie, le jour où on arrivera à refaire des réunions où on se verra, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on n'a pas les problèmes techniques à régler en plus. Merci à vous tous, merci de vos retours d'expérience, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous et désolé.